Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, enlèvement, réquisition. Est-ce une stratégie de la terreur ou plutôt un redressement patriotique? Nous savons que le Burkina est confronté au terrorisme depuis 2015. Avec ces changements à la tête du pays, le capitaine Ibrahim Traoré avait pris un décret de mobilisation générale. Au-delà de la mobilisation, il y a la pratique aujourd'hui qui consiste pour certains en un musellement de toutes les voix discordantes, mais pour d'autres à un redressement patriotique parce que les Burkinabés peut-être auraient perdu cette vertu et se mettent trop à critiquer. Les faits récents permettent en tout cas de voir l'une ou l'autre des deux positions. Des enlèvements ou des réquisitions, des personnalités disparaissent pendant un bon moment, puis on les voit sur le front en tenue militaire, une arme à la main, et puis quelques temps après ils reviennent, on les libère. C'est le cas par exemple Ablassé Ouedraogo, excusez-moi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et d'autres personnalités, des acteurs de la société civile qui entre-temps sont enlevés parce qu'ils ont tenu des propos qui ne plaisent pas au pouvoir et qui après sont relâchés après avoir passé un bon moment sur le terrain. Ablassé Ouedraogo a fait les frais depuis décembre, il a été libéré en ce début de mois de mars. Il n'est pas le seul, il y en a plein comme ça qu'on a connu depuis quelques mois au Burkina Faso. Est-ce une manière de museler toutes les voix discordantes comme le pensent certains, ou plutôt une manière de dire aux gens, si vous êtes autant patriotique, si vous aimez votre pays, allez sur le front et revenez nous dire ce que vous en pensez? Redressement patriotique ou musellement, ou peut-être stratégie de la terreur? Quel est votre avis sur la situation au Burkina? Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adronou. Vous savez, lorsque vous parlez du patriotisme, vous savez, le patriotisme, ça s'exprime et cela ne s'impose pas, ni par la force. Et lorsque vous prenez... On pourrait inciter au patriotisme. On peut inciter au patriotisme, mais de toutes les façons, la manière cavalière avec laquelle le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré l'opère, je ne crois pas que ce soit un patriotisme exprimé dans le vrai sens que l'on lui connaît. Mais moi j'ai un petit souci avec cela. Vous savez, lorsque vous prenez l'environnement de cette guerre-là, il serait très difficile, mais lorsque nous sortons même du cadre du Burkina Faso partout ailleurs, il est très difficile de pouvoir dire qu'une guerre est gagnée tout simplement par ceux qui sont au front. C'est très difficile. Vous allez constater que lorsque nous remontons l'histoire, vous constaterez véritablement qu'il y a eu des appels à mobilisation des fonds, certains qui l'expriment d'une manière ou d'une autre, mais tout ceci contribue à pouvoir gagner donc la guerre. Mais la manière dont cela se pose, on suppose que voilà, il n'y a que les militaires ou pratiquement ces forces armées qui sont sur le front, qui sont aujourd'hui les plus aptes à s'exprimer en ce qui concerne la question du terrorisme. C'est vrai, ils sont au front, c'est eux qui sont victimes vis-à-vis des terroristes, etc. Mais même moi, je pense que les autres acteurs ne doivent pas être négligés. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire on peut laisser les gens critiquer la stratégie, on peut laisser les gens s'exprimer. Mais il y a des critiques utiles. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu le terrorisme que l'État s'arrête ou l'État se réduit tout simplement sur la question terroriste. Puis s'il y a des acteurs qui travaillent pour que l'État puisse engranger des moyens pour acheter le matériel aujourd'hui, pour multiplier les brigades d'intervention comme il a fait récemment avec les 7 brigades qu'il a eu à créer, c'est justement parce que d'autres acteurs ont dû quand même mouiller le maillot pour qu'on puisse avoir les moyens pour pouvoir financer tous ces équipements financiers, toutes ces politiques-là qui sont en train d'être prises. Donc je pense que lorsque nous sommes dans un État, il faudrait véritablement qu'on puisse avoir des gens qui critiquent certains aspects et que ces aspects-là puissent être pris en compte ou puissent être analysés et être utiles pour vaincre en tout cas ce combat qui est en train de se mener. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, lorsque vous posez la question, tout de suite, je pense que vous convenez avec moi que moi je pense que c'est une stratégie de la terreur, de musulmans, de musulmans, de toute voix dissonante, et que cette voix dissonante, lorsque cela s'opère ou s'oriente vis-à-vis des militaires, on se dit que viens au front, là tu sauras véritablement
ce que tu es en train de dire. Mais lorsque vous prenez Ablassé, le dernier cas, ou celui qui a été libéré dernièrement, c'est vrai que, puisque ce sont des enlèvements, il se peut qu'après lui, il y a eu beaucoup d'autres également qui sont enlevés. Justement parce que c'est un acteur politique bien connu, que son nom a été rendu public. Ça veut dire qu'il y a des jeunes activistes, etc., qui sont dans l'homme, mais qui sont souvent disparus comme ça, mais on les retrouve au front. Mais un vieux de 70 ans et plus, de vous à moi, lorsque véritablement on veut mener une lutte efficace, dites-moi, lorsqu'il est au front, est-ce que c'était justement pour les amener à comprendre que voilà, nous vivons des réalités et qui ne vous permet pas de nous critiquer comme cela? Or, on a besoin de critiques pour faire avancer un pays. Sans quoi, aucun pays n'admettrait qu'on puisse avoir une opposition dans un pays. Parce que lorsque vous prenez une démocratie assez fondée qui veut véritablement être une démocratie vertueuse, a besoin d'une opposition. Et l'opposition ne fait que critiquer les actions mises en place. Et ces actions-là, en tout cas, cela a des vertus qui leur permettent véritablement d'évoluer. Donc, je pense que cette manière de faire, cette manière cavalière d'opérer qu'on a vu avec le capitaine ou le gouvernement d'Ibrahim Traoré est justement pour museler toute voix dissonante. Et je pense que il faudrait quand même qu'il y ait des tribunes qui puissent dénoncer ces questions-là et l'amener à la raison. Parce qu'on ne peut pas construire un pays en voulant coûte que coûte, en tout cas primer tous ceux qui sont en train de pouvoir critiquer certaines actions qui sont en train d'être faites. Je pense que nous rentrons pratiquement dans la dictature et c'est ce que nous sommes en train de constater au Burkina Faso. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Alors, Prosper Agboklou, est-ce une stratégie de la terreur ou plutôt un redressement patriotique? Le fait que les gens soient enlevés, soient envoyés sur le front et on les relâche après pour qu'ils reviennent à la société après qu'ils aient tenu des propos qui sont parfois aux antipodes de la stratégie nationale. Bon, moi je pense que le capitaine Traoré et toute son équipe ont le droit d'amener tout le monde au patriotisme. Vous savez, quand on est dans une donc c'est un redressement patriotique. C'est un redressement patriotique. Il faut aimer son pays. Mourir pour son pays, c'est l'aimer. Mourir pour son pays, c'est l'aimer. C'est-à-dire que en temps de guerre, on n'a pas besoin d'ordre en tant que tel social. Tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Et on n'a pas besoin en ce moment de critiquer les gens parce qu'ils ne font pas. Moi, le cas d'Ablassé Ouedraogo est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été déjà au pouvoir, qui a dirigé. Et bon, à un certain niveau, oui. Oui, il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été même ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Il a occupé de grands postes. Et si c'est lui qui, aujourd'hui, son petit-fils, Traoré, Ibé plutôt, est son petit-fils. Non, si son fils. Bon, ça dépend. Allez-y. Son fils, allons dire. Son fils, si c'est lui qui, aujourd'hui, prend le poste, c'est parce qu'eux, ils ont laissé des pots cassés. C'est parce que les vestiges qu'ils ont laissés n'ont pas contribué à ils ont été dans la corruption, ils ont été dans, comme on appelle, dans l'animation donc de la France-Afrique, tout ce qui a nuit à l'évolution de l'Afrique. Maintenant que l'enfant vient et il prend son courage à deux mains, il prend tous les risques possibles pour pouvoir mener la guerre au terrorisme, c'est lui, il avait ces stratégies-là, ces thérapies-là avant. Pourquoi ne pas l'insuffler à Blaise Compaoré à l'époque où il travaillait pour qu'on annihile le terrorisme? Puisqu'à l'époque de Blaise Compaoré, il n'y avait pas de terrorisme. Non, c'est pas Blaise Compaoré il était le parrain des terroristes. Les terroristes venaient au Burkina Faso pour pouvoir signer des accords. On va pas virer dans des suppositions. Revenons au sujet, s'il vous plaît. On n'a pas des éléments pour montrer. Il y a des éléments qui le montrent. Ils venaient signer des accords. Tous les accords qui ont été signés. C'était des accords de paix, pas qu'il était parrain. Bon, qu'est-ce que ces accords de paix là ont amené après lui? C'est le terrorisme. Ça dit que si au moins ces accords de paix sont inscrits un tout petit peu dans la résolution du terrorisme, après lui, c'est le déluge maintenant. Donc ça veut dire que quelque part, ils n'avaient pas su faire les choses comme il le fallait. Donc si Ablassé Ouedraogo aujourd'hui pouvait conseiller le jeune Ibé
moi je serais sur ce registre-là d'accord avec lui. Mais critiquer la manière dont il le fait, c'est pourquoi, pour moi, il faut souvent faire marcher des gens dans certaines situations. Quand la France était, qu'on appelle, attaquée, le général de Gaulle a fait appel au patriotisme. Et les gens sont partis s'inscrire et ils ont combattu pour l'Afrique. Et c'est ce que Traoré aussi fait en faisant des appels volontaires. En faisant des appels volontaires, oui. Ceux qui étaient dans cette posture avaient été balayés. La France aussi avait fait la même chose. Vous voyez à peu près, aujourd'hui... Je trouve curieux que vous référez toujours à la France, que vous avez toujours critiqué pour ses méthodes, mais quand vous avez besoin d'arguments, vous dites que la France a fait la même chose. C'est vous qui dites que la France n'est pas bonne. Oui, et ça rime à quoi finalement prendre la France comme modèle? Si à chaque fois on va la critiquer, ça rime à quoi finalement la prendre pour modèle? Non, je dis les choses paradoxalement à ce que l'on peut croire, c'est-à-dire que les critiques viennent d'où? La plupart de ces écrits là, quelles sont les plumes qui les écrivent? C'est des plumes occidentales. Ablassé Ouedraogo n'est pas, non, pas un Français. Révèlent ces informations-là. La source de ces informations-là. Non, parlons d'Ablassé Ouedraogo. Oui, pas sur notre sujet. Oui, parce que là. Et tous ceux qui ont été arrêtés ont été tout simplement pour moi anti-patriotiques, si vous me permettez ce néologisme-là. Ils n'aiment pas leur pays. Donc pour moi, aujourd'hui, le jeune Ibrahim a le droit. Parce que de tout faire pour que le Burkina Faso retrouve son intégrité territoriale. Quelles que soient les circonstances, il le fait pour moi aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas marcher selon la République, on doit les redresser. Les redresser. C'est comme dans une classe dans une salle de classe où il y a des élèves, comme on appelle, perturbateurs, qu'on ramène, comme on appelle, à la discipline. Ça, c'est le manque de discipline vers la République. Quand eux, ils viennent, ils prennent leurs plumes, ils écrivent, ils alertent l'opinion internationale, ils disent des choses. Ça se passe ailleurs également. Quand un Américain tombe sur un champ de bataille, les Américains le ramènent chez eux. C'est pour cacher le côté sombre de leur, comme on appelle, de leur défaite. Donc, ils cachent les choses. Pourquoi est-ce que l'Africain ne peut pas cacher? Comment est-ce qu'eux peuvent dévoiler la stratégie mise en place pour combattre le terrorisme alors qu'eux-mêmes ne sont pas libres, ils ne sont pas à l'abri du terrorisme? Donc pour moi, aujourd'hui, je félicite ces militaires au pouvoir qui prennent des décisions. C'est la fait qui justifie les moyens. C'est la fait qui justifie. Donc le sabotage, on doit le comprendre. Est-ce du sabotage quand on critique ou plutôt il faut critiquer dans le bon sens. Il faut critiquer dans le bon sens. Il faut critiquer. Qu'est-ce que vous mettez dans le bon sens? Le bon sens voudrait qu'on apporte des conseils. Le bon sens, si eux viennent nous dire qu'ils ont conseillé le jeune Ibrahim et qu'il a refusé, on comprendra. Mais ils sont là, loin, très loin, et ils critiquent et ils dénoncent les VDP. Des gens qui sont partis volontairement pour s'inscrire, pour combattre contre le terrorisme, libérer leur pays. Vous venez vous dénoncer, vous dites que ce n'est pas une bonne chose, mais apportez la solution qu'il fallait, la thérapie qu'il faut. Vous n'avez pas la solution. Pendant longtemps, vous avez dirigé. Et aujourd'hui, quand les gens prennent des stratégies pour pouvoir combattre le terrorisme, c'est vous qui êtes au premier rang pour pouvoir les critiquer, les désorienter, décourager les VDP sur le terrain. Ça, c'est une façon de décourager les gens. Et il fallait les redresser. Il fallait les conseiller, il peut se conseiller en conseil pour pouvoir donner leur avis sur ce qui se fait. Mais les critiquer de cette façon, moi je crois que c'est suicidaire. Et le redressement patriotique, je suppose que c'est la solution pour faire taire d'autres qui voudront en ce moment encore mettre donc les bâtons dans le rouge de l'administration. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Alors, il y a un pour la stratégie de la terreur, il y a l'autre pour le redressement patriotique. Qu'en pense Germain Pouli? La situation au Burkina est sujette à des critiques, hein, ça dépend. Certains pensent que c'est la bonne stratégie. Quand quelqu'un critique, il faut l'amener sur le terrain pour qu'il vive lui-même ce qui se passe et là il saura parler. Pour d'autres, c'est une manière de museler tous ceux qui ont des voix dissonantes et ce n'est pas bien. Oui, déjà il faut prendre la personnalité de celui qui est au pouvoir au Burkina Faso aujourd'hui. C'est un militaire. Et chez les militaires, c'est l'ordre et la discipline qui sont le maître mot. Et il applique ça, malheureusement, au pays tout entier. Le Burkina est devenu pratiquement un camp militaire. Parce que justement, il y a un militaire à la tête. Mais s'il y a un militaire à la tête, c'est parce qu'il y a une situation
que les civils n'ont pas pu régler, les militaires estiment qu'ils peuvent venir régler cette situation. Bon, maintenant, est-ce que depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont beaucoup avancé? Est-ce qu'ils stagnent? Est-ce qu'ils ont reculé? Les avis divergent. Mais ce qu'on peut remarquer au niveau du Burkina, et qui est quand même à saluer, c'est cette capacité à mobiliser le Burkinabé pour combattre l'ennemi commun. Et ça ne date pas de Ibrahim Traoré, ça date déjà de Makaboré, qui avait déjà lancé la stratégie de VDP. Voilà. Et donc, le nouveau président, le militaire, est resté dedans. Sauf qu'on constate tous qu'il est très hostile à certaines critiques de la presse, de la société civile, des hommes politiques. Et il considère ces critiques-là comme... c'est comme si on le tirait des freins, à l'arrière et qu'on ne le permet pas d'avancer. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Là, ça dépend de comment on évalue le travail qu'il a fait. Oui, vous qu'en pensez-vous? Certains estiment qu'il fait un bon travail. Je ne parle pas de certains, je parle de vous, Germain. Oui, moi, je ne suis pas au Burkina, j'observe tout ça de loin. Vous savez, je discute beaucoup avec des Burkinabés. Je discute avec un homme d'affaires qui me dit, c'est de la poudre aux yeux. Il est venu, il a mobilisé, la loi sur la mobilisation et la mise en garde prend de l'argent à plusieurs entreprises pour financer l'effort de guerre. Mais on ne voit pas beaucoup de changements à la télé, on voit beaucoup plus des succès de l'armée qui ne sont pas réels sur le terrain. D'autres estiment, non, depuis qu'il est arrivé, il y a beaucoup de changements, il y a de lourdes défaites qui sont infligées aux terroristes et tout ça. Ça, vous avez les deux versions. Voilà. Ben, moi, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas au Burkina, mais chacun donne ses arguments. À la télé, le capitaine et son gouvernement diffusent des images des victoires. Du côté de ceux qui sont contre déjà le coup d'État et contre tout ce qui est en train d'être fait, on estime que le coup d'État n'a pas réglé de problème et qu'il n'y a pas de grandes avancées. Maintenant, quelle est la tendance au Burkina Faso? Est-ce que ce capitaine l'a suivi? On est tenté de croire que oui, qu'il y a une bonne majorité des Burkinabés qui le suivent dans cette lutte-là. Maintenant, est-ce que ces méthodes sont critiquables ou pas? Est-ce qu'il est faillible? Est-ce qu'il peut se tromper? Oui, il peut se tromper, il peut accepter des critiques. Sauf que malheureusement, nous sommes en guerre. Et Adam le disait tantôt, on est revenu dans une dictature. Et on revient à l'ère même des vrais dictateurs, comme dans la Rome antique. Où à un moment, quand il y a une crise, on choisit un magistrat à qui on donne les pleins pouvoirs et qui fait certaines choses. Donc c'est exactement ce à quoi on assiste au Burkina. Et cette loi sur la mobilisation générale, il dit, on a le droit de prendre des gens, de les amener combattre. On a besoin de prendre des moyens, de demander de l'argent, de demander du matériel et tout ce qu'on veut, et des services. Donc c'est une loi qui est votée pour dire tout le monde doit contribuer et on peut saisir vos biens, on peut saisir vos enfants, on peut vous envoyer au front parce que il n'y a pas de catégorie de Burkinabés, ceux-là qui peuvent mourir pour la patrie et les autres qui vont vivre pour la patrie. Donc, vous verrez que tous ceux-là qu'on a envoyés forcés au front, certains ont porté plainte devant des juridictions qui les ont déboutés parce que estimant que l'État avait le droit de prendre qui il veut pour l'envoyer donc au front. Et ça, on peut le saluer parce qu'au moins, il a fait voter cette loi-là sur la mobilisation générale et la mise en garde. Maintenant, tous les Burkinabés savent. Et on a vu un peu en Russie, quand Poutine a tenté de le faire. Bon, on a présenté quelques Russes qui ont tenté de quitter le pays. Certains sont restés pour servir. C'est la même chose au Burkina Faso. Le militaire qui est là estime qu'il y a l'armée normale, mais il y a une armée de réserve composée de tous les citoyens à qui on peut faire appel à tout moment. Sauf que, malheureusement, on voit beaucoup plus les voix critiques. On a vu des radios qui ont été fermées. On a vu des journalistes même qui ont été envoyés au front, avec armes à la main trahies. Plusieurs membres du ballet citoyen aussi
ont été, moi je dirais pas enlevés, je dirais réquisitionnés, parce que en fait on les a réquisitionnés, c'est la loi qui a prévu cela. Sauf qu'au moment où ils sont réquisitionnés, on ne sait pas que c'était, on ne sait pas d'habitude que c'est une réquisition. C'est après qu'on se rend compte qu'en fait que c'est l'armée qui l'a enlevé et qu'ils sont allés au fond. Parce que parfois ça a l'air d'un enlèvement. Quand on dit enlèvement, c'est un peu péjoratif. C'est pas contre rançon. Mais ici, c'est pas enlèvement contre rançon. Ceux qui viennent le prendre se présentent comme des militaires. Les parents savent que c'est les militaires qui les ont. C'est pas comme les enlèvements au Nigeria où c'est des civils où on n'en sait rien. Mais ici, on a une idée de qui les enlève. Maintenant, est-ce que la procédure de réquisition est respectée ou pas? Je n'en sais rien. Je connais pas trop cette procédure. Mais on est dans un double combat. Le combat pour la démocratie, le combat pour la sécurité. Et aujourd'hui, on voit que la démocratie en berne. Au Burkina Faso, les libertés sont pratiquement éteintes. Le capitaine qui est là, lui, veut sauver son pays de l'insécurité et il utilise tous les moyens qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des abus? C'est vrai, il y a des abus quand on prend un vieillard de 70 ans pour l'amener au front, même si on se défend après, qu'on l'envoie faire de la sensibilisation, qu'on ne l'envoie pas effectivement au front. C'est quand du moment où il est en tenue militaire avec une arme à la main, ça... Oui, moi je pense qu'ils se sont défendus, qu'ils l'ont plutôt utilisé à d'autres fins, qu'ils ne l'ont pas effectivement. Ça pas aller sur les champs de tir. Ça chauffe, sauf que ça nous ramène à une réalité, parce que nos frères militaires, généralement, on ne sait pas ce qu'ils endurent sur le front. Et on a comme l'impression que c'est facile, parfois on critique trop facilement. Et quand vous êtes militaire et que vos camarades sont tués et que des civils s'amusent à faire certains commentaires, vous avez envie de les envoyer goûter un peu à ce qui se fait au front. Malheureusement, je pense que c'est dans cette situation que se trouve le capitaine aujourd'hui. Alors, le Burkina, effectivement, a besoin de se redresser face au terrorisme qui prend une bonne partie de son territoire. C'est vrai, il y a longtemps qu'on n'a plus eu de mise à jour par rapport à l'espace reconquis par l'armée burkinabé, mais on sait que les terroristes ont pris une grande partie et que l'armée essaie de les repousser. Alors, face à ce besoin de recouvrer l'intégrité territoriale, faut-il mettre la démocratie en berne pour la sécurité ou faut-il mettre la sécurité en berne pour la démocratie? Je pense que c'est le dilemme dans lequel se retrouve aujourd'hui le pays. Vous, quelle serait la meilleure stratégie? Redresser patriotiquement ou museler pour arriver à retrouver l'intégrité territoriale? Non, bon, en réalité, vous savez, tous les moyens pour retrouver la souveraineté nationale sont bons. Puisque l'essentiel, il faut être souverain pour exprimer une démocratie, si tel est qu'on veut véritablement exprimer une démocratie. Et vous savez, en temps de guerre, je pense que d'ailleurs même l'introduction de la guerre dans ce pays-là, en tout cas, met un frein, sinon une barrière aux expressions démocratiques, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si tel qu'on veut rester dans la nomenclature démocratique comme le connaissions. Lorsque vous pouvez prendre une disposition, il faut se référer aux institutions, etc. Donc ce sont des procédures qui sont assez longues, qui ne vous permettent pas véritablement de pouvoir engager une célérité et gagner une telle guerre. Donc, mais ce que nous disons, c'est que en réalité, ces moyens-là, personne n'est contre, mais au même moment, lorsqu'on vient enlever, c'est la stratégie d'enlèvement, etc., c'est ce à quoi nous pensons qu'il faudrait véritablement lancer. C'est vrai que Germain le disait tantôt, il y a eu une mobilisation générale et l'a mis en garde, comme vous l'avez exprimé. Et je pense que par rapport à ça, tous les Burkinabés sont aujourd'hui conscients qu'à tout moment, on peut appeler tel ou tel, qu'ils soient en mobilisation de moyens financiers, qu'ils soient en mobilisation de ressources humaines pour aller combattre comme les VDP le font. Et il y en a même 8 de trop, comme ils en voulaient. D'autres sont aujourd'hui là et ils veulent véritablement qu'ils soient aussi comptabilisés dans cette VTP là. Et donc moi je pense que ce sont les moyens qui sont des moyens mis en place qu'on peut estimer que ce sont des moyens légaux. Alors que critiquez-vous aussi, c'est des moyens légaux. Pourquoi vous estimez que c'était une stratégie de la terreur? Vous-même vous exprimez ce patriotisme directement. On ne vient pas vous forcer, on ne vient pas vous enlever comme cela se passe. À partir du moment où il y a eu enlèvement, c'est là où je dis quand même que cela brise les barrières concernant dans la démocratie ou la légalité. Et puisque la démocratie peut être mise en berne pour la sécurité. Non, la démocratie, bon, nous le disons, à partir du moment où il y a l'introduction de la guerre, la démocratie doit être mise en berne. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de dire qu'on respecte encore on va forcer quelqu'un, on va l'enlever pour l'amener au fond. Je pense que
là-bas, ce n'est pas fondamentalement la démocratie qui l'exprime. Il n'y avait pas la démocratie, mais ça ne se passait pas comme ça. Autant mémoriaux que l'Afrique a connu. Donc je me dis, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'il y ait une expression d'une liberté vis-à-vis d'une question de préoccupation nationale. Ça n'a rien à voir fondamentalement avec la démocratie telle qu'exprimée par l'Occident. Mais ici, c'est une expression d'une liberté où on veut. Et là, d'ailleurs, même l'engagement, il est total. Lorsqu'on vous dit venez combattre le terrorisme, que c'est vous-même qui vous mobilisez, l'engagement, il est total, que de venir vous enlever, allez vous remettre, comme on l'a dit, c'est pas. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Prosper, faut-il mettre la démocratie en berne pour la sécurité ou faut-il mettre la sécurité en berne pour la démocratie? C'est le dilemme auquel on fait face quand on analyse la question sécuritaire ou l'actualité au Burkina. Non, moi, le mot démocratie tel qu'exprimé, pour moi aujourd'hui... Je vous sais très contre... ne répond pas à mes aspirations. Le Burkina Faso a besoin de sérénité. La démocratie telle qu'elle voulue par l'Occident n'est pas la bienvenue dans cette situation, parce que chez eux, quand ils font les élections, tout le territoire est sécurisé. Que ce soit dans tous les pays occidentaux, aux États-Unis, vous n'allez jamais entendre qu'une partie de leur territoire est cédée à des, qu'on appelle des, comment vous appelez, des belligérances, oui. Donc tout le territoire est sous contrôle de l'administration. Donc on ne peut pas, en temps de guerre, au moment où certaines populations fuient, ne sont pas en sécurité, parler de démocratie. Et d'ailleurs, moi, la définition qu'on donne à ce mot ne répond pas. Aujourd'hui, quand vous prenez l'instauration, aujourd'hui, c'est le président qui décide de tout. Il a le plein pouvoir, mais on dit le pouvoir du peuple, pas le peuple. Ce n'est pas le peuple qui décide. Donc, aujourd'hui, là, c'est... les militaires ont le devoir, parce qu'ils ont pris l'engagement d'aller jusqu'au bout, et au risque de leur vie, ils ont dit que s'il faut mourir, ils vont mourir pour la patrie. Ils ne craignent pas pour leur vie. Donc je crois on n'est pas sur la même longueur d'onde que ces pays où on parle de ci et de ça, et on va dire que le Burkina Faso doit respecter une transition courte, le temps qu'il faut pour régler les problèmes. C'est ça que moi j'appelle transition. Pour vous, l'essentiel, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Tout le reste passe après. Tout le reste viendra. Qu'est-ce qu'on fera la sécurité? Si ces militaires-là veulent rester au pouvoir pour remettre le pays dans le bon sens du terme et éviter les complicités qui viennent d'ailleurs pour casser la dynamique structurelle et comme on appelle des pays constitutionnels et autres, je dis, c'est la démocratie telle que voulue par l'Occident. On la met en berne et on continue notre marche vers l'avant. Vous savez, s'il faut escamoter un tout petit peu, les Amazones au Bénin n'avaient pas demandé, ne recevaient l'ordre de personne, se sont constitués et ils luttaient avec Béancé. Donc l'Afrique est un pays qui luttait déjà, qui connaît les moyens de lutte. Donc pour moi aujourd'hui, oublions ce paradigme de démocratie. Merci beaucoup à vous. Prosper Agboklou, alors le dilemme se pose dans la question, surtout quand on analyse la situation actuelle au Burkina Faso. Faut-il mettre l'accent sur la démocratie au péril de la sécurité, ou plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire chercher coûte que coûte la sécurité, et même s'il faut bannir des principes démocratiques? Germain. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est comme l'état d'urgence quand il a décrété... Il y a quelques libertés qui sont restreintes, donc nous sommes pratiquement dans la même situation au Burkina Faso, sauf que parfois certaines mesures sont jugées trop dures, mais c'est un risque que le gouvernement de la transition prend. Maintenant, si demain il arrive à de bons résultats, il sera applaudi. Il va devenir un héros national parce qu'il aura délivré le Burkina Faso des griffes du terrorisme. Mais si ça perdure, s'il se mélange et que finalement il échoue, ben, ça aurait été du gâchis sur toute la ligne, surtout que le Burkina a pris sur lui de prendre des volontaires, ce que certains avaient redouté dès le début, estimant que les civils n'étaient pas
armés ou formés pour ce genre de lutte, mais on voit que après, même avec quelques pertes, finalement, ça va un peu. Et on voit que du côté de la RDC aussi, ils sont en train de copier un peu le même schéma qu'au Burkina, pour que des civils viennent renforcer l'armée. Donc si ça réussit, et encore une fois, comme je le disais, c'est pas Ibrahim Traoré qui l'a lancé, c'était Soukaboré même. Le Burkina quand même donne un bel exemple dans le patriotisme, le fait que des Burkinabés même se disent on peut régler le problème, on ne compte pas totalement sur l'extérieur, mais on prend les choses en main. Espérons que tout ça réussisse et que cette transition, en tout cas cette période difficile que vivent les Burkinabés avec les critiques et les plaintes de la société civile et de certains acteurs, donc finisse vite et que l'armée prenne le dessus sur ces forces terroristes. Merci beaucoup. À vous tous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.